Là-dedans, il y a aussi, une des critiques qui a été faite, c'est de dire que, il y a pas besoin d'aller dans les théories radicales noires pour comprendre l'esclavage. Le marxisme l'explique très bien et en plus, on te reproche, de ne pas prendre en compte, les facteurs économiques et tout. Alors que, en plus, moi, ce qui m'hallucine, c'est que quelqu'un a partagé un extrait aujourd'hui, là, de notre interview, pour, essayer de montrer que, oui, on parle pas des trucs économiques et tout, on réduit ça au désir. Alors que je cite ton livre où tu dis que évidemment qu'il y a des questions de richesse, c'est fondamental pour expliquer aussi le colonialisme. Mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent: «Il y a pas besoin d'aller dans les théories radicales noires et tout pour, comprendre l'esclavage»? Ben, je réponds que, en tout cas, ça n'a pas été bien fait. J'ai pas vu de bon argument pour... comment dire? Soyons clairs. Je considère pas que l'argument afro-pessimiste sur comment dire, l'importance du désir dans l'histoire, pardon, dans l'histoire de l'esclavagisme, dans l'histoire de la négrophobie, est un bon argument explicatif, c'est un bon argument descriptif. Mmh. Le problème, c'est que lorsqu'on regarde les arguments explicatifs des marxistes sur l'histoire et sur la genèse de la négrophobie, ce sont des arguments qui sont très mauvais et des arguments qui sont très négrophobes. Et ça fait 80 ans qu'on recycle un petit peu les mêmes arguments, ceux qui sortent du livre par ailleurs intéressant, livre pionnier, livre fondamental par un auteur noir, Eric Williams, qui sera Premier ministre à Trinidad, dans laquelle il sera, comment dire, plutôt réactionnaire. En tout cas, il va notamment censurer et, comment dire, persécuter un mec qui est censé être quand même plutôt dans une team extrêmement progressiste qui est Cierra James. Oui. Et il va réprimer fortement le mouvement du Black Power. Et le mouvement du Black Power dans les Antilles, c'était pas juste brandir des drapeaux, etc. C'était un mouvement révolutionnaire et un mouvement extrêmement radical et très, très, très à gauche, y compris sur les questions sociales. C'était pas juste un mouvement culturaliste stupide. Et donc, Eric Williams, une fois qu'il est au pouvoir, il est cette espèce de valet travailliste, comment dire, social-démocrate, tout à fait détestable. Mais pourtant, normalement, on est censé allier la théorie et la pratique, etc. Mais on continue à citer Eric Williams parce que c'est merveilleux. Et en plus, écoute ces arguments qui sont développés au début de Capitalisme et esclavage, donc son grand livre, son livre merveilleux, où il explique, donc c'est ça la grosse tech qu'on ressort tout le temps, rincé, sans cesse. La race est le produit de l'exploitation capitaliste, c'est secondaire, etc. Normalement, on devrait se dire, bon, alors, comment ça se fait que le périmètre de l'exploitation correspond au périmètre de la noirceur? C'est quand même un petit peu hasardeux. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ben, il dit, je parlais tout à l'heure des travailleurs irlandais, parce que comme tu m'avais prévenu, je savais qu'on allait parler de ça. Il y a à un moment eu des travailleurs irlandais, comment dire, qui étaient sous des contrats de 10 ans, c'était des mauvais payeurs, des condamnés, des trucs comme ça, donc on amenait là, et des noirs. Et Williams nous dit, rapidement, les planteurs se sont rendus compte que les Noirs étaient plus productifs. Oh. Et c'est ça qui a amené finalement à l'esclavage. Donc il y avait des Noirs esclaves et des travailleurs forcés. Et pourquoi les Noirs étaient plus productifs? Eh bien parce que les Blancs, par exemple, pouvaient avoir une famille. Parce que les Blancs avaient des journées un petit peu plus courtes. Parce que les Blancs avaient d'autres petits avantages. Et en plus, les Noirs, ça, je crois qu'Eric Williams ne le dit pas, mais moi je le sais, ils étaient surexploités de manière plus intense. Ils étaient plus torturés. Ils avaient moins de pauses, on les tabassait plus, etc. On les pressurisait. Ouais. Et Eric Williams regarde ça, il compare les deux, il dit, les Noirs étaient plus productifs. Regardez! C'est pour ça que l'esclavage s'est généralisé, c'est logique. Mais pourquoi est-ce que les Noirs, on les faisait travailler plus? Pourquoi est-ce qu'on les torturait plus? Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir une famille? Et les Blancs, oui. Ça, il n'en dit rien. Et c'est cette espèce de sophisme que la gauche blanche nous ressort encore et encore et encore pour dire « Mais regardez l'origine économique. Mais pourquoi les Noirs étaient surexploités et pas les travailleurs irlandais? Pourquoi est-ce que les travailleurs irlandais étaient sous contrat de 10 ans et pas les travailleurs nègres? Pourquoi? Eux qui sont toujours là à nous dire pourquoi vous ne savez rien expliquer, Là, Eric Williams s'arrête dans son explication et il n'y a pas de problème. Ça passe crème. Or, c'est une explication
profondément négrophobe. C'est une explication qui naturalise la condition d'esclavage des Noirs, qui dit ça c'est leur situation normale, et qui naturalise la condition de travail forcé des Irlandais en disant c'est normal qu'ils soient un peu moins exploités comme c'est des Blancs. Et quand on connaît après la trajectoire future, je ne vais pas dire réactionnaire, mais en tout cas très modérément progressiste d'Eric Williams, eh bien on comprend que le verre était dans le fruit. Et c'est ça qui est, sous des versions un petit peu altérées, est l'unique mode de raisonnement à propos de l'esclavage que la théorie marxiste nous resserre encore et encore sous des versions updatées, mais tu lis les patch notes encore et encore, c'est toujours la même ressucée. Alors moi, je dis, j'ai pas de problème à dire que malheureusement, on n'a pas dans la tradition radicale noire des super explications de l'origine, la genèse, etc. Mais deux choses. D'une part, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Je veux dire, est-ce que c'est si important que ça de savoir comment ça a commencé? Je sais pourquoi c'est tellement important pour la gauche blanche de savoir comment la négrophobie a commencé. Pourquoi? Pour se rassurer. Pour se dire non mais ça peut changer. On n'est pas éternellement raciste. En fait, on est bon à l'intérieur de nous. Moi, par exemple, je suis bon. J'ai lu Fanon. Je suis pas si mauvais, je suis pas si méchant. Mais on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre de comment ça a commencé. Ce qui compte, c'est comment ça se termine. Mais il y a cette espèce d'idée stupide que quand on comprend comment ça commence, on comprend automatiquement comment ça se termine. Mais c'est faux. Moi, personnellement, comment la négrophobie a commencé, je n'en ai rien à foutre. Mais je sais comment ça se termine. Ça se termine par le pouvoir noir. Ça se termine par le panafricanisme. Ça se termine par la constitution d'États-Unis d'Afrique socialiste. Je le dis dans mes livres, je le dis là dans ton live. C'est clair, c'est net et c'est précis. Et on n'a pas besoin de conjecturer sur les origines du racisme parce que quelques Blancs ont envie qu'on les rassure, qu'ils ne sont pas racistes de toute éternité, parce que sinon c'est très très grave, c'est du racisme anti-blanc ou que sais-je. On n'en a rien à foutre. Ça, c'est leur histoire à eux et leur conscience. C'est beaucoup plus important de décrire les mécanismes du racisme, y compris dans les partis politiques socialiste à majorité blanche. Pourquoi est-ce que Aimé Césaire, en 56, quitte le Parti communiste? Pourquoi est-ce qu'il écrit la lettre à Maurice Thorez en disant « Non seulement vous n'avez rien compris à ce qui se passe en ce moment en Hongrie, à Budapest, vous avez fait les tankies, vous avez envoyé les chars d'assaut, et en plus, sur la question coloniale, vous êtes aux fraises depuis des années. Vous n'y comprenez rien. Je fonde mon propre parti, le Parti progressiste martiniquais. Pourquoi, dans l'histoire du Parti communiste, dans la première moitié du XXe siècle, on avait des gens comme Lamine Senghor qui fondent des organisations et des journaux pour parler de la question noire qui, à l'intérieur du Parti communiste français, n'était absolument pas prise en compte. Je veux dire, le marxisme occidental, comme on dit, c'est pas juste un problème, comme on le croit souvent, de théorisation d'intellect. Je veux dire, c'est le problème que c'est l'un des rares endroits, l'Europe occidentale, c'est un des rares endroits où il n'y a jamais eu de gouvernement socialiste. Toutes leurs révolutions, ils les ont toujours perdues, ils ont toujours échoué. Il y a eu des gouvernements fascistes, malheureusement, c'est très triste, mais les fascistes ont été plus efficaces que les marxistes dans l'Europe occidentale et en général en Occident, c'est-à-dire aussi aux États-Unis, au Canada, c'est-à-dire ont toujours été les pires losers de l'histoire, comme le dit très bien Stanislas Adotevi dans son livre, qui en plus est publié par Delga, c'est dans un livre de Delga qui dit ça, donc alors autant dire, tu vois, même les tanquistes publient des trucs comme ça. C'est les plus gros losers de l'histoire, les marxistes occidentaux. Ils ont juste bandé sur le marxisme oriental toute leur vie, sur Mao, sur Lénine, et ils nous font la leçon. Je veux dire, la tradition radicale noire, les révolutions, on les a gagnées. Oui, il y a eu des répressions. Oui, on a perdu le pouvoir. Oui, des gens comme, Sankara a été assassiné. Oui, des gens comme Kwame Nkrumah ont été déposés. Lumumba ont été tués. Bien sûr qu'on a eu des échecs, mais au moins le pouvoir, on l'a eu. Vous, bande de losers de marxistes occidentaux, vous avez toujours tout perdu. Vous avez échoué toutes vos révolutions et vous donnez des leçons au radicalisme noir. Vous donnez des leçons aux militants radicaux noirs. Vous êtes des gros nazes. Vous avez toujours tout perdu et aujourd'hui, vous faites de la sociologie électorale. Ça, je te sens...